que je suis d'abord quand même médecin de soins palliatifs à Narbonne, dans l'Aude, depuis voilà, plus de 20 ans. Et donc c'est à partir de là que je vais vous parler, parce que c'est quand même ça qui fonde mon engagement. C'est ce quotidien avec les patients. Et puis maintenant, je suis aussi présidente de la SFAP. Donc la SFAP, c'est la maison commune des soins palliatifs, réunit tous les acteurs de soins palliatifs, professionnels et bénévoles. Et ce qui est c'est une société savante, donc une société savante dans chaque discipline médicale, il y en a une, les cardio, les néphros, les pneumos, chacun. L'objectif, c'est de construire des savoirs et de les diffuser. Et la particularité de la SFAP, c'est depuis sa naissance d'être pluridisciplinaire. Dans le conseil d'administration, il y a plus de bénévoles que de médecins, ou autant en tout cas. Donc voilà, toutes les professions sont représentées parce que l'idée, c'est que pour accompagner, on a besoin de croiser nos regards, on a besoin de croiser nos expériences, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin d'être multidisciplinaire. Parce que la question de la fin de vie, c'est pas qu'une question médicale, c'est pas qu'une question de soignants, mais c'est bien une question de toute la société. Donc c'est ça que je vais essayer de vous partager. Alors le temps est court, je vais essayer de me tenir aux 20 minutes, mais après, on prend le temps après d'échanger. Et puis voilà, on s'est mis d'accord ensemble, je commence comme ça, moi je suis au niveau du terrain, et puis après on va pouvoir s'élever un peu du côté des idées. Le titre qui a été choisi, entre déni et résignation, ça m'a évoqué une phrase de La Rochefoucauld que j'utilise souvent avec les patients: le soleil et la mort, ça ne peut pas se regarder longtemps en face. Je l'utilise avec les patients et puis parfois pour comprendre aussi les réactions des patients. Et du coup, ça me donne envie de vous dire qu'entre déni et résignation, vous n'avez pas à choisir. C'est pas comme s'il y avait une ligne et puis vous devez choisir où est-ce que vous vous situez entre les deux et vous y tenir. C'est qu'en fait, entre ces deux positions-là et entre plein d'autres, l'être humain navigue toute la vie et jusqu'à la fin de la vie. Et pas seulement en fin de vie, mais voilà, c'est des positions qui changent, et c'est ce dont nous on est témoins comme soignants, comme accompagnants, c'est justement de ces fluctuations. La question de la fin de vie est une question compliquée comme la vie. Je crois que c'est important de se dire qu'il n'y a pas de... on ne peut pas trancher, il n'y a pas un moment où on quitte la vie pour être en fin de vie. Je n'utilise jamais le mot mourant, on n'est pas une personne qui devient un mourant, on reste la personne qu'on a été, on continue à vivre, on vit avec la maladie grave. Les soins palliatifs, ils accompagnent la vie avec la maladie grave. Ce n'est pas une médecine de la fin de vie, c'est une médecine qui accompagne la vie avec la maladie grave. Parce que quand vous êtes atteint d'une maladie qui ne va pas guérir, il y a des priorités qui changent. Ce qu'on est prêt à accepter pour guérir, ce qu'on est prêt à subir, à supporter, parfois des examens ou des traitements qui sont agressifs, parfois des conditions d'hospitalisation qui sont difficiles, qu'on va accepter parce que l'objectif c'est de guérir. Quand l'objectif n'est plus de guérir, l'objectif change, l'objectif devient d'avoir la meilleure qualité de vie possible le plus longtemps possible, et à ce moment-là, les priorités s'inversent. Il y a des choses qu'on était prêt à accepter et qu'on n'est plus prêt à accepter. Il y a des choses aussi que la médecine propose et puis qu'elle propose différemment à d'autres moments de la maladie. Et donc les soins palliatifs, c'est une médecine qui réfléchit à comment on vit avec cette maladie grave, comment on accompagne la vie, comment on essaye d'avoir la meilleure qualité de vie possible, autant que possible. Et donc nous, on accompagne les patients. Ça veut dire que nous, soignants ou nous, bénévoles, on n'a pas d'idée de là où les patients doivent aller. Il n'y a pas de modèle, ça c'est vraiment important dans l'idée comment vivre notre mort. Il n'y a pas de modèle de bonne mort, enfin il me semble, en tout cas, je vous partage, c'est ce que je constate de mon quotidien. Il n'y a pas de modèle, c'est comme la vie. On fait parfois comme on peut, du mieux qu'on peut, parfois on a des choix différents, on a des orientations, on a des convictions différentes, on vit des réalités différentes, et nous, notre travail, c'est de marcher un pas à côté, peut-être même un pas derrière les patients, pour qu'ils puissent faire leur chemin. On n'a pas j'ai pas d'idée de commencer de bien mourir. Est-ce qu'il faut être dans l'acceptation? Est-ce qu'il faut avoir fait la paix avec tous ses proches? On meurt comme on peut, comme on a vécu, et souvent je trouve que les gens optimistes meurent de façon optimiste, les gens inquiets meurent de façon inquiète, les gens fatalistes meurent de façon fataliste. Souvent, voilà, on continue d'être soi-même, et c'est quand même aussi une bonne chose. Alors on apprend tout au long de la vie, tout ce qu'on croise dans la vie nous apprend des choses, et donc forcément on évolue, on s'adapte, on change, mais on reste soi-même, et je crois que c'est vraiment très important. Et il me semble que notre travail, c'est de permettre à chaque patient de rester lui-même jusqu'au bout, avec ses proches, de ne pas devenir seulement un malade, ou encore pire, un mourant, quelque chose qui serait comme coupé de ce qu'on a vécu, mais de rester soi-même le plus longtemps possible. Et donc notre travail, c'est que chaque patient puisse faire son chemin. Nous, on accompagne les patients sur ce chemin. On va revenir, repartir avec d'autres. Et notre boulot, c'est d'essayer de dégager ce chemin. Si ce chemin est trop encombré, s'il est trop difficile, c'est compliqué à vivre. La douleur, par exemple, est quelque chose qui va empêcher d'avancer,
qui va empêcher de suivre ce chemin. L'anxiété, de la même façon, peut parfois empêcher de vivre. Et donc, notre boulot à nous, c'est de dégager ce chemin, mais pour que chaque patient puisse après tracer sa route. Et je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de compliqué, parce que ça veut dire que c'est du singulier pour chaque patient. On dit toujours qu'on ne conjugue jamais au pluriel, nous on conjugue qu'au singulier. C'est-à-dire que pour chaque patient, il faut trouver, avec lui, construire ensemble l'accompagnement qui lui convient, en essayant d'écouter d'abord qu'est-ce que lui a à nous dire, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui compte, d'essayer de parler beaucoup. Moi, beaucoup plus souvent que des directives anticipées, je propose aux patients des discussions anticipées, c'est-à-dire que de pouvoir parler tout au long de la maladie de qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce que vous appréhendez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et puis, à partir de ça, nous, on amène quelques compétences, on essaye, un peu d'expérience, et puis le patient, il amène lui tout ce qu'il connaît de sa vie, tout ce à quoi il tient, et on va essayer ensemble de tisser un bout de chemin et d'essayer d'être là pour comment dire, accompagner, mais sans être celui qui décide. Et je crois qu'il y a une forme d'humilité dans cette médecine collective, dans ce travail d'équipe, qui est vraiment au service du patient et des proches. L'objectif aussi, c'est d'accompagner les proches, parce qu'on sait que le patient, ce qui compte pour lui, c'est d'être entouré, c'est d'être aimé, et c'est pas d'être entouré par des soignants qu'il a rencontrés depuis 15 jours, mais c'est d'être entouré par tous ceux qui l'accompagnent tout au long de son chemin de vie. C'est aussi important cet accompagnement des proches, qui est pour nous, je dirais, presque la moitié de notre travail, parce que c'est aussi ça qui permet de continuer à vivre après la mort pour ceux qui restent. C'est-à-dire qu'il y a celui qui part, il y a ceux qui restent. On sait que quand un patient a été accompagné, quand on le voit, hein, parce qu'on continue nous, de voir les familles souvent après, quand on a essayé que la mort puisse se passer dans des conditions les moins difficiles possibles, la mort, ça reste une séparation, ça reste douloureux et compliqué, mais en tout cas, quand il n'y a pas de colère, quand on a réussi à ce que les patients soient pas douloureux, quand il n'y ait pas d'expérience trop compliquée en plus de celle de la séparation, on sait que c'est plus facile de continuer à vivre après. Et on sait aussi que quand la mort a été difficile, quand ça a été un chemin trop douloureux, quand la maladie a été trop compliquée, qu'il y a eu beaucoup de symptômes non soulagés, c'est plus compliqué après pour ceux qui restent de continuer à vivre. Il y a un Suisse qui dit que les soins palliatifs, c'est la paix des survivants, et je trouve que c'est vraiment important, et c'est pour moi presque aussi important que l'accompagnement des patients, d'accompagner ceux qui vont continuer à vivre après, pour qu'ils puissent continuer d'avancer et de ne pas rester tirés en arrière par des expériences trop douloureuses. Donc c'est le travail qu'on fait en équipe, parce que vous vous doutez bien que tout ça, c'est pas qu'une affaire de médecins, absolument pas, c'est l'affaire de nous tous, et donc des équipes nécessairement pluridisciplinaires, parce qu'on va croiser nos regards, parce que la douleur, elle est physique, mais qu'elle peut être aussi morale, elle peut être spirituelle, elle peut être sociale. Perdre sa place dans la société, perdre sa place dans la famille, c'est compliqué, et donc on va travailler avec des assistantes sociales, avec des psychologues, avec des infirmières, avec des aides-soignants qui vont toucher le corps, qui vont faire en sorte que le corps soit confortable, et avec des bénévoles qui vont venir dire que ce qui se passe là, c'est pas qu'une affaire de l'hôpital, c'est pas qu'une affaire des soignants à la maison, c'est l'affaire de toute la société. On a tous quelque chose à voir là-dedans. La mort, c'est à la fois quelque chose de très intime et en même temps une affaire collective. Et donc ça me fait le lien avec le débat actuel, hein, ce qui se débat actuellement dans les discussions qu'on a autour de la question de la fin de vie depuis à peu près 2 ans. C'est ça. Quelle place à la mort dans notre société? Est-ce que c'est seulement une affaire intime? Est-ce que c'est seulement une affaire personnelle? Je décide parce que c'est bien pour moi et ça regarde que moi. Ou est-ce que ça regarde aussi notre collectif? Et quel message collectif on a envie d'envoyer à ceux qui sont en fin de vie? Donc le débat, je n'ai pas regardé ma montre, mais bon, j'ai commencé, donc il faudra me faire signe. Ouais, parfait. Donc je daterai alors ce débat sur la fin de vie, il a commencé, je pense que c'est un débat de toute la vie, et puis de toute l'histoire de l'humanité, hein, la question de la mort, mais voilà, le débat actuel, moi je le date très précisément du 8 avril 2021, alors c'est un choix purement personnel, mais en tout cas pour moi, le 8 avril 2021 s'est débattu à l'Assemblée une proposition de loi dans une niche parlementaire présentée par Olivier Falorni, qui proposait un modèle d'euthanasie de suicide assisté extrêmement radical, un projet de loi très court et très radical. Et le débat, donc une niche parlementaire, ça se débat dans une journée, là c'était même moins qu'une journée, puisque ce sujet-là est arrivé dans l'après-midi et donc avait jusqu'à minuit pour être discuté.
c'est le principe des niches parlementaires, et l'article 1 de cette proposition de loi très radicale a été voté par 80% des députés présents, qui étaient très nombreux. Et en tout cas pour le monde des soins palliatifs, ça a été une vraie claque pour deux raisons. D'abord parce que le débat a été extrêmement dur, extrêmement violent, extrêmement agressif, des deux côtés, hein, enfin en tout cas un débat très compliqué, très binaire, je trouve, très simple, voilà, en quelques heures, un débat sur lequel on n'avait absolument pas été consulté, on n'avait pas du tout participé, et pour nous, soignants, ça nous a envoyé en particulier, et accompagnants au sens large, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, comment ça se fait qu'un débat comme ça soit possible dans notre société en 2021, où est-ce qu'on s'est planté, à quel moment on n'a pas été capable de témoigner de ce qui se vit dans la réalité de l'accompagnement de la fin de vie, qu'est-ce qu'on n'a pas su dire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que la loi actuelle permet déjà, et comment on arrive à un débat qui est tout en noir et blanc, alors que la vie c'est tout le temps 51 degrés, et qu'est-ce qu'on n'a pas su apporter à ce débat pour l'enrichir. Et du coup, on se dit que c'était aussi notre responsabilité de prendre la parole, puisque ce débat était ouvert, de prendre la parole. Alors c'est super important parce que ce qui fonde la légitimité des accompagnants, des soignants à prendre la parole dans ce débat, c'est qu'on n'a pas des opinions ou des convictions, on a une expérience et des compétences. Et donc c'est ça qu'on apporte dans le débat. La parole des soignants, elle n'est pas supérieure à la parole des autres, elle ne vaut pas plus que la parole de chacun, de tous ceux qui ont vécu des morts difficiles, des politiques qui sont chargés d'écrire la loi pour notre société, mais en tout cas, elle est importante aussi, parce que la réalité de ce qui se vit en fin de vie est souvent très différente de ce qu'on débat en public. Moi, j'ai souvent l'impression de ne pas reconnaître du tout le quotidien de ce qu'on vit dans le débat public. D'abord parce que la question curieusement, peut-être pour ceux qui en sont plus éloignés, la question de l'euthanasie ou de la mort provoquée n'est pas du tout une question de notre quotidien avec les patients. Dans l'équipe où je travaille, on a accompagné plus de 12 000 patients depuis la création de l'équipe. On a eu 3 demandes d'euthanasie persistantes. Donc voilà, ça veut dire que la question de la mort et de vouloir mourir est abordée par des patients, par des soignants, elle est abordée régulièrement. Mais c'est souvent ce que je vous disais, entre déni et résignation, les patients naviguent. On est à un moment, à un endroit, le soleil et la mort, ça ne peut pas se regarder longtemps en face. On a parfois une conversation extrêmement forte et extrêmement dense avec un patient sur la mort. Et puis le lendemain, il nous dit qu'il a des projets de voyage, de partir en Grèce. Et on a l'impression que, comme si la conversation de la veille avait été effacée, c'est simplement que voilà, il y a des moments où c'est possible, des moments où c'est compliqué, des choses auxquelles on peut faire face et d'autres moins. Et tout ça, ça doit venir nourrir ce débat public pour que les décisions collectives qui seront prises soient les plus proches possibles de ce qui va permettre d'accompagner les patients. Je vois une difficulté majeure dans ce débat, pour moi, qui est comment on concilie l'impératif à la fois de rassurer tous les gens qui sont plus éloignés de la question de la fin de vie, mais qui s'inquiètent tous de cette question de la fin de vie, comment ça va se passer pour moi, pour mes proches. Parfois on a vécu des expériences douloureuses et on se dit qu'on ne veut pas revivre ça et c'est complètement légitime. Donc comment on répond à cette inquiétude sur la question de la fin de vie et comment en même temps on fait en sorte que quand on rassure les gens qui sont éloignés de la question de la fin de vie sur la façon dont ça pourrait se passer, on ne transfère pas cette inquiétude sur les personnes qui sont en fin de vie, qui elles vont peu prendre la parole dans les débats publics, mais qui vont être impactées de façon très importante par les débats ambiants. Si on vous dit que telle maladie, bah oui, ça justifie vraiment le fait de vouloir mourir parce que c'est trop difficile, et que vous êtes atteint de cette maladie-là, comment vous faites pour trouver du sens à ce que vous vivez si la société vient vous dire que ce que vous vivez, c'est effectivement trop difficile. Donc comment on essaye de concilier, rassurer les uns sans que ce soit porté par ceux qui sont concernés directement ou qui sont impliqués dans cette question de la fin de vie. Et je pense que on navigue entre ces deux positions. Il me semble que depuis 2 ans, le débat a davantage fait droit à la question de la complexité, à la question de l'impact pour les uns ou les autres. Enfin, il me semble qu'on est dans un débat à la fois plus riche et en même temps assez respectueux. Je trouve que jusqu'à présent, en tout cas, le débat a été relativement serein, ce qui me paraît important pour pouvoir discuter, enfin, même si c'est des questions qui nous touchent de façon très, très directe et parfois très intime, et que du coup parfois il peut y avoir de la colère, il peut y avoir Je trouve quand même qu'on a réussi à avoir jusqu'à présent un débat serein. J'espère que la phase parlementaire de ce débat continuera de le permettre, mais en tout cas c'est important que ce débat s'enrichisse des expériences de tous. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant une soirée comme ce soir, qu'il y ait un temps d'échange pour pouvoir partager sur ces réalités-là. Qu'est-ce qu'on a à dire dans ce débat sur la fin de vie? Et donc nous, soignants, ce qu'on vient dire,
ce qu'on vient partager de notre expérience, alors en particulier les soignants de soins palliatifs, c'est que pour nous, alors c'est un long travail de réflexion et d'interrogation de l'ensemble des soignants, hein, c'est que pour nous, donner la mort ne fait pas partie des soins, ne peut pas être un soin, ça peut être un choix de la société, mais ça ne fait pas partie du soin. Et c'est important parce que la relation de soins qui lie un soignant, quelle que soit sa profession, avec un patient, c'est une relation extrêmement fragile, extrêmement subtile, extrêmement fine et extrêmement importante pour la société. On est dans une société où on a besoin de prendre soin les uns des autres, et cette relation de soins est une relation qui est par nature asymétrique. C'est-à-dire que quand je suis en lien avec un patient, ce patient-là, il vit des choses que moi je ne vis pas. Il est patient, parfois il est couché, parfois il est en pyjama, et moi je suis pas malade, je suis à côté, je suis censée savoir des choses. Donc dans cette relation, la symétrie est à la base de cette relation. Comment on fait ensemble pour réduire cette asymétrie, pour protéger cette relation de soins, pour essayer qu'elle soit la moins asymétrique possible, pour essayer qu'il y ait le moins de pouvoir possible dans cette relation-là. Et on sait que plus un patient est fragile et vulnérable, plus il est en situation de grande maladie et plus il peut y avoir la tentation des deux côtés, du côté du patient de se remettre au pouvoir des soignants et du côté du soignant d'avoir l'impression que notre expérience ou ce qu'on vit, on sait mieux que le patient ce qu'il vit ou ce qui est important à vivre. C'est pour ça que vraiment à cette question comment vivre notre mort, je me garderai d'apporter une réponse, je pourrais dire comment l'accompagner. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de modèle et que nous soignants, on a à avoir cette humanité-là, 100% de chacun de nous, on va tous mourir. Je ne connais pas, j'accompagne des gens qui sont en famille, mais je ne sais rien de la mort. Je ne suis pas morte, je ne sais rien de la mort, en dehors de ce que je vois, de ce que je vis et de ce que ça me donne envie de profiter de chaque moment de la vie, parce que ça fait voir à quel point la vie est fragile, à quel point elle est importante à tous les moments. Mais collectivement, ensemble, on a pensé cette question-là parce que collectivement aussi, nous avons des choses à dire. La loi est d'abord un message collectif. Je crois que la loi ne peut pas être une réponse individuelle à la question de la souffrance. Si la loi cherche à répondre à chaque situation de souffrance, il n'y a pas de limite. La souffrance est quelque chose de complètement subjectif. Personne ne peut juger de la souffrance de l'autre. Et si la loi cherche à répondre à toute situation de souffrance, si l'État promet de gérer la souffrance de chacun, c'est impossible de mettre une limite et de mettre à un moment un cadre. La loi est d'abord un message collectif. Elle vient dire à chacun comment nous, collectivement, on aborde cette question-là. Et on a actuellement une loi qui dit, dans son texte, à chaque patient, à chaque personne, à chaque citoyen, vous comptez pour nous. Vous êtes important, et quoi qu'il en coûte, on va vous soulager. C'est ça qui est écrit dans la loi. On doit soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. C'est ce qui est écrit dans la loi actuelle. Alors on a eu un peu de mal avec le quoi qu'il en coûte, et la loi de 99 qui a dit que les bénévoles sont importants et que tout le monde doit avoir accès aux soins palliatifs, cette loi qui a donc presque un quart de siècle, c'est seulement actuellement 50% des personnes qui en auraient besoin qui ont accès aux soins palliatifs. Ça veut dire que c'est chaque année 150 000 personnes qui n'ont pas accès. Ça veut dire 400 personnes par jour en France qui n'ont pas accès aux soins dont elles auraient besoin. Donc c'est énorme. Donc vous voyez que le chemin qui reste à parcourir est très important. Et en tout cas, dans son message, cette loi, elle dit actuellement, vous comptez pour nous. Et c'est parce que vous le valez bien qu'on est là. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour les patients. Et c'est aussi extrêmement important pour les soignants. Au quotidien, ça m'arrive de plus en plus souvent, plus je vieillis, de dire aux patients qui me disent « mais ce que je vis là, ça n'a pas de sens, j'en peux plus ». Je ne peux pas donner du sens à ce que vous vivez. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça a du sens d'être là et que c'est important. Et en tout cas, déjà, enfin, pour moi, souvent, je remercie les patients parce qu'on reçoit énormément et que ça a du sens pour nous. Et puis, ça a du sens aussi pour notre société. Parce que la loi, ce n'est pas les soignants qui la votent, ce n'est pas les bénévoles, c'est les députés. Et que notre société, collectivement, elle a dit que c'est important, que vous comptez pour nous. Et quand elle le dit aux patients, elle le dit aussi aux soignants. Elle dit aussi aux soignants, ce que vous faites est important. Ce que vous faites compte pour la société. On vous donne une mission, c'est vous qui allez être au contact. Et moi, je trouve très frappée de voir de très jeunes soignants qui savent de ce que la maladie peut faire à l'homme, des choses que la plupart des gens vont ignorer toute leur vie, et c'est tant mieux. Et ces jeunes soignants qui se confrontent à la question de la mort dans un service comme le nôtre, ça veut dire un mort tous les 2 jours en moyenne, entre 1 et 2 jours. Donc ça veut dire qu'ils se confrontent à la mort de façon répétée,
qui prennent ce risque-là, parce que c'est un vrai risque personnel, cette confrontation à la mort. C'est pour ça qu'on travaille en équipe, c'est pour ça qu'on a besoin de s'encorder les uns les autres pour tenir le coup, mais on a besoin aussi que la société nous dise que ça a du sens. Et si la société nous dit, bah non, il y a des patients, franchement, c'est pas si important que ça, là on travaille avec un collectif de soignants, où je trouve les soignants de gériatrie en particulier, je les sens très impliqués par ce débat, c'est-à-dire si à un moment la société vient dire que certaines personnes, peut-être leur vie est moins importante, leur vie compte moins, ça veut dire aussi que ce que font les soignants, quel sens ça a si la société ne porte plus ce projet-là, ne donne plus comme mission aux soignants d'être là. Et je pense que dans la crise actuellement que traverse le système de santé, c'est pas d'abord une crise financière, c'est pas parce qu'ils sont mal payés que les soignants s'en vont, c'est parce que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que travailler toujours plus vite, travailler dans des conditions toujours plus dégradées, devenir maltraitant, parce que le système nous rend maltraitants, parce que le système nous maltraite et nous rend maltraitants, tous les soignants, ils ont choisi ces métiers-là parce qu'ils veulent prendre soin. Et si on ne peut plus prendre soin, si on a l'impression que ce qu'on fait n'a plus de sens, il vaut mieux partir. C'est une façon de sauver sa peau. Hein. Il y a actuellement 180 000 infirmiers en France diplômés qui ne travaillent pas, qui ont choisi un autre métier, 180 000. Il y a 60 000 postes infirmiers vacants. Et ce n'est pas seulement une affaire de fric, c'est d'abord une affaire de sens. Et je crois qu'autour de ce débat sur la fin de vie, ce qu'on vient questionner aussi, c'est le sens d'une société qui prend soin, d'une société qui dit à chacun, on est là pour vous, on est bénévole, on est là pour vous, on est soignant, on est là pour vous, et nous tous, la société, vous comptez pour nous, même si on n'est pas directement impliqué dans l'accompagnement, vous comptez pour nous tous. Et je crois que c'est en ce sens-là que ce débat est essentiel. Merci.